Élection générale à Madagascar, le candidat Marc Ravalomanana a tenu un géant meeting dans le cadre de sa campagne. En Éthiopie, annonce de poursuite judiciaire contre l'ex-président de Somalie. Il est accusé de crimes commis alors qu'il était à la tête de la région. Puis carnet noir aux États-Unis. Le sénateur John McCain est décédé ce samedi des suites d'un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis 1 an. Dimanche 26 août 2018, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement prêté serment ce dimanche. La cérémonie d'investiture est intervenue après plusieurs semaines de controverses sur les conditions de son élection jugée frauduleuse par l'opposition. Voici les images. Après plusieurs semaines de controverses sur la légitimité des résultats de la présidentielle, Emmerson Mnangagwa a finalement prêté serment et devient donc officiellement le président du Zimbabwe. La cérémonie d'investiture a été ponctuée de la présence de nombreux partisans venus saluer la victoire de leur leader. Nous étions stressés par ce qui se passait, les procédures judiciaires, mais nous sommes heureux maintenant parce que tout a été finalisé et nous voulons que les gens s'unissent et travaillent ensemble. Nous sommes venus célébrer la victoire du Zimbabwe dans son ensemble parce que je crois que la victoire du président Mnangagwa est pour nous tous. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, au terme d'un règne autoritaire de 37 ans. Candidat de la ZANU-PF, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival du mouvement pour un changement démocratique, MDC, Nelson Chamisa. Agant de nombreuses fraudes, le MDC a contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle qui a finalement validé le scrutin vendredi. À Madagascar, l'ex-président Marc Ravalomanana a donné ce samedi le coup d'envoi de sa campagne pour les élections générales de la fin de l'année. Le candidat a promis de relancer l'économie du pays dont il avait été écarté du pouvoir il y a 9 ans. Reportage. C'est le grand meeting de Marc Ravalomanana à Antananarivo après le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle malgache. Un meeting triomphal pour l'ancien président devant une foule d'environ 22 000 personnes au stade Mahamasina. Occasion pour l'homme de dévoiler ses ambitions pour un meilleur avenir pour le peuple malgache. Le moment est venu de bâtir et de reconstruire. Il est vrai qu'il y a eu la guerre, la rivalité. Le moment est venu de se réconcilier, que tout ça appartienne à l'histoire ancienne. Cessons les rivalités, cessez les vengeances. Revenons à la fraternité d'antan. Nous devons améliorer le matériel des forces de l'ordre. Regardez le défilé pendant la fête de l'indépendance. Ce sont les mêmes voitures qui datent du début de mon mandat en 2002 qui défilent toujours jusqu'à maintenant. Ce sont des voitures qui fument. On devrait vous apporter du nouveau matériel. On devrait vous donner de nouveaux hélicoptères et non pas ces tas de ferraille qui tourbillonnent avec le vent. PDG d'un grand groupe agroalimentaire, Ravalomanana a dirigé le Madagascar de 2002 à 2009. Il avait été contraint à la démission par un coup de force de l'armée après de violentes manifestations de rue inspirées par le maire d'alors de la capitale, Andry Rajoelina, qui lui a succédé à la tête d'un régime de transition de 2009 à 2014. Interdit de candidature en 2013, Marc Ravalomanana espère revenir au pouvoir à la faveur de la présidentielle prévue le 7 novembre et 19 décembre prochain. L'ex-président de la région Somalie en Éthiopie, Abdi Mohamed Omar, sera poursuivi pour des crimes commis lorsqu'il était à la tête de la région. L'information a été donnée ce samedi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce samedi, la toute première depuis son entrée en fonction au mois d'avril. Voici les images.
La justice éthiopienne se penche sur les crimes commis par Abdi Mohamed Omar alors qu'il était à la tête de Somalie, une région instable de l'Est de l'Éthiopie. Le Premier ministre est toutefois resté vague sur la nature des charges qui sont retenues contre l'ancien président de la région Somalie d'Éthiopie. Le sort du président somalien sera décidé par la loi. Quiconque a abusé de son autorité sera interrogé par la loi, y compris lui. Donc il sera jugé selon la règle de droit. La région Somalie est la deuxième plus grande d'Éthiopie après celle Oromo, mais aussi une des plus instables. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somalie avaient fait plus d'1 million de déplacés. En juillet dernier, l'ONG Human Rights Watch avait accusé le gouvernement régional somali d'administrer une prison secrète dans laquelle des prisonniers soupçonnés d'appartenir à un groupe séparatiste local subissent des tortures et des viols. Abdi Mohamed Omar, président de la région Somalie depuis 2010, a démissionné le 7 août dernier dans des circonstances encore floues sur fond d'intervention de troupes gouvernementales dans la région. En République centrafricaine, 5 organisations mettent en garde le gouvernement contre une amnistie des combattants des groupes rebelles. Selon ces organisations, une telle décision serait incompatible avec l'obligation qu'a le gouvernement centrafricain de juger les responsables des crimes graves internationaux devant les mécanismes habilités. Les détails dans cet élément. International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme donnent de la voix en République centrafricaine. Ces 5 organisations de défense des droits de l'homme mettent en garde le gouvernement centrafricain contre une amnistie des combattants des groupes rebelles. Car selon elles, une telle procédure serait incompatible avec l'obligation pour le gouvernement de juger les responsables des graves crimes internationaux devant les mécanismes habilités. Ces organisations considèrent en effet que l'impunité n'a jamais constitué une solution durable pour les crises récurrentes. Leur mise en garde intervient dans un contexte où les rebelles centrafricains réclament une amnistie générale dans le cadre d'une médiation menée par l'Union africaine. L'intervention des organisations de défense des droits de l'homme intervient par ailleurs à la veille du dialogue politique entre l'Union africaine et les groupes armés prévu le lundi 27 août dans le but de trouver un accord politique et de mettre fin aux violences. La République centrafricaine est ravagée par des combats incessants entre des groupes armés qui cherchent à contrôler des territoires et leurs ressources. Plusieurs chefs rebelles centrafricains sont cités dans des rapports d'enquête de l'ONU. D'autres sont sous la menace d'un mandat d'arrêt et une cour pénale spéciale a été mise en place à Bangui avec le soutien de la communauté internationale pour les juger. 4 ans après sa mise en place, le dispositif Barkhane ne cesse d'évoluer alors que le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé en début d'été un prochain redéploiement de la force française. Barkhane multiplie les modes d'action face à un adversaire qui s'est habitué à sa manière d'opérer et qui n'est que rarement surpris par les mouvements de troupes des soldats français. Dans les mois à venir, Barkhane devra gagner en efficacité et se montrer plus imprévisible. Si les opérations vont ralentir avec la saison des pluies, Barkhane se prépare déjà à la crue du fleuve Niger en ayant recours à des patrouilles noctiques. Plusieurs embarcations pouvant transporter 18 fantassins ou 2 tonnes de matériel ont été employées ces derniers jours avec une mise à l'eau au sud de Gao pour un débarquement dans les villages de Batadia et de Warabia. Par le passé, le fleuve avait déjà été employé par les forces spéciales dans les premiers jours de l'opération Serval avec des canoës-kayaks, mais cette technique ne s'était pas généralisée. L'utilisation d'embarcations pourrait toutefois s'avérer utile dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger, les axes routiers dans la région devenant impraticables durant la saison des pluies. Dans le ciel, l'état-major français précise que Barkhane a pu bénéficier de l'appui des hélicoptères lourds britanniques CH-47 Chinook, désormais déployés à Gao,
et est pleinement opérationnel depuis le 15 août. Enfin, le 20 août, pour la première fois, 2 Mirage 2000 se sont posés sur la piste de Gao qui vient d'être refaite par la MINUSMA. À ce jour, l'état-major assure qu'il n'est pas prévu de baser ses chasseurs bombardiers dans le nord du Mali, mais de disposer d'un terrain de secours en cas de problème. Gao a pourtant l'avantage d'être plus proche de la zone d'action de Barkhane. Au début de Serval, l'état-major avait même évalué la possibilité de baser des avions à Mopti-Sévaré, mais c'est finalement sur l'aéroport de Bamako que les avions de chasse français furent un temps déployés. La première dame de la Guinée équatoriale a reçu cette semaine le prix du mérite panafricain des premières dames d'Afrique 2017, décerné par les leaders panafricains. C'était à la salle internationale de conférence de Sipopo dans la ville de Malabo. Le prix lui a été remis par l'ancien président béninois Boni Yayi. Voici le compte rendu de Narcissoum. Reconnu pour ses actions de développement prenant en compte tous les secteurs sociaux, dont la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres, la première dame de la République de la Guinée équatoriale, Constancia Manguesou Okomodo-Obiang, s'est vue attribuer le prix du mérite panafricain des premières dames d'Afrique 2017 au cours d'une cérémonie organisée au Centre international de conférence de Malabo. Un prix décerné par les panafricains qui vient couronner un bilan plus qu'élogieux de la première dame de la Guinée équatoriale. Elle a suffisamment accompagné le président, son mari, pour le défi de la stabilité de la Guinée équatoriale. C'est une question essentielle, la paix. Si, parce que Madame la Première Dame, ses actions ne concernent pas seulement les Équato-Guinéennes et les Équato-Guinéens, mais ça concerne presque toute l'Afrique. Prenant la parole, la lauréate du jour a remercié les organisateurs pour cette distinction et a rendu un vibrant hommage à ses conseillers et collaborateurs, grâce à qui toutes ces réalisations ont été possibles. En Guinée équatoriale, les témoignages liés aux actions sociales de la Première Dame sont légion. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, nous sommes très ravis de cette reconnaissance et nous encourageons notre Première Dame à continuer en avant. Pour rappel, en 1985, Constancia Manguesou Okomodo-Obiang a créé le Comité de soutien des enfants équato-guinéens, une ONG qui se consacre à la protection, la santé et la formation des jeunes dans le pays. Elle a participé à de nombreuses réunions internationales sur les droits des femmes et la lutte pour l'amélioration des droits des classes inférieures. Sur le plan politique, elle est membre du bureau politique et coordinatrice de l'Association des femmes du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir. L'Amérique est en deuil. Le sénateur John McCain, considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non conformiste de la politique américaine, est décédé ce samedi à l'âge de 81 ans. Il a succombé à un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis un an. John Sidney McCain, l'ancien rival de l'ex-président américain Barack Obama lors de l'élection présidentielle américaine, n'est plus. Le sénateur américain est mort des suites d'un cancer de cerveau qui lui a été décelé depuis un an. Décédé samedi à l'âge de 81 ans, il était considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non conformiste de la politique américaine. La famille du sénateur avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer incurable du cerveau dont il souffrait, suscitant une avalanche de messages de sympathie aux États-Unis. John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Il s'est éteint aux côtés de son épouse Cindy. Peu de temps après l'annonce de sa mort, les réactions ont afflué pour saluer la mémoire de ce monument républicain en conflit avec beaucoup de monde, y compris au sein de la famille politique, mais dont le dévouement patriotique était reconnu par tous. John McCain était soigné dans son état de l'Arizona, où ses amis et collègues défilaient depuis des mois pour faire leurs adieux, conscients que la fin était proche. Malgré son traitement puis son absence de Washington depuis décembre dernier, il était resté relativement actif politiquement. L'été 2017, il avait défié le président Donald Trump et voté contre sa réforme du système de santé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.